Pour nous, c'est une belle journée aujourd'hui. La journée commence très bien parce qu'on a entendu de deux de nos clients principaux que le digital et le BIM est très haut sur leur agenda. Donc, quelque part, ma journée est faite. À 10h du matin, c'est une bonne nouvelle. Précisément parce qu'en tant qu'arcadiste, nous sommes spécialisés dans le BIM au niveau global, mais en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Et je facilite ce process sur la France et la Belgique. Et comme il a été dit en introduction, nous commençons à l'instant un des 3 projets pilotes avec la DGO1 de Monsieur Willam, pour voir ce qu'on peut faire en BIM dans le domaine de l'infra. Et également, nous commençons un groupe de travail dans le contexte de la Confédération avec les entrepreneurs infra pour voir comment on peut encore résoudre les quelques problèmes qu'on va voir dans un instant. Voilà. De mon côté, je vais essayer de dire ce que BIM n'est pas, ce que BIM est, ce que BIM ne peut pas faire, ce que BIM peut faire, ce que ça signifie pour l'infra. Et si j'ai encore un peu de temps, on regardera quelques exemples pratiques de réalisation. Mais je voudrais d'abord commencer par ce que BIM n'est pas, et en particulier 3 clichés. Et je voudrais dire que s'il y a un takeaway que vous devriez prendre de cette session, le reste peut être intéressant aussi, mais surtout c'est ces 3 clichés-là, si vous pouviez adopter le comportement de les laisser tomber ou de ne pas les adopter, ce serait déjà un très beau résultat de ma présentation. Il y a 3 clichés qui sont vraiment très durs, et le premier, c'est que BIM, effectivement, vient du bâtiment, ça tient pour Building Information Modeling, mais de grâce, ce n'est pas une histoire de bâtiment. Ça a largement dépassé le cadre du bâtiment. Dus BIM is geen bouwverhaal, BIM gaat verder dan bouw. Par exemple, vous pouvez choisir que ce soit Bridge Information Modeling, choisissez ce que vous voulez, ça peut être better Data Management, quoi que ce soit. On parle de data, on ne parle pas d'une affaire de bâtiment. Premier cliché qu'il faut vraiment laisser tomber si possible. Le deuxième, à l'écran, vous avez un exemple des différents programmes qu'on peut utiliser dans un projet BIM typique. Comme vous voyez, il y a un solide panel de programmes différents. Donc, de grâce, BIM n'est pas l'utilisation d'un programme en particulier. Pour ne pas en nommer, BIM, je fais un projet en Revit, donc je ferai un projet en BIM. Non, ça ce n'est pas vrai. De grâce, laissons tomber cette vision-là, même si on l'entend encore tous les jours. Dus BIM is geen gebruik van één bepaald programma, BIM is een aanpak. Troisième cliché tout aussi important, vous avez ici 2 exemples de dessin 3D. Ce n'est pas du BIM, de toute évidence, on voit bien que ça n'a rien à voir avec du BIM. Donc, faire un projet en 3D, ça ne veut pas dire faire un projet en BIM. Ik doe mijn project in 3D, dus ik doe BIM. Dat is ook niet terecht. Dat kan volledig vergeten worden. Okay. Mais alors, qu'est-ce que c'est un projet en BIM si ce n'est pas tout ça? Eh bien voilà, ça c'est un projet selon la vision BIM. Comme vous le voyez ici très clairement, c'est une passerelle au-dessus d'une gare et on voit finalement une table avec des lignes. Et ce qui est important, c'est que chaque ligne est un objet avec un ID bien spécifique, avec des caractéristiques géométriques, mais également avec des données variables qui peuvent être le prix, le volume, le matériau, que sais-je encore. Et donc on parle finalement d'une base de données plutôt qu'un projet au terme classique. Ce problème, c'est que comme vous le voyez, ce n'est pas très lisible, pas très utilisable, que ce soit pour partager ou pour faire de la conception. Et donc, les programmes nous permettent de visualiser ça de manière géométrique en 3 dimensions. Donc, on parle vraiment d'une base de données. Un projet, c'est une base de données. Je pense que c'était aussi fort visible dans les présentations de M. Willam et Roelands. On parle de data plus que d'objets 3D. Une définition un peu plus formelle de ce que BIM peut être, en tout cas pour Arcadis, mais c'est un peu généralement adopté désormais. C'est un processus de collaboration avec des bases de données orientées objets pour la construction d'un projet dans son environnement et au long de toutes ces phases du cycle de projet. Donc on le voit clairement, l'aspect 3D visualisation n'est que la partie visible de l'iceberg. L'aspect data structuring, l'aspect information management et collaboration est nettement plus important et nettement plus difficile à gérer. Le projet pilote que nous faisons avec le DGO1 se concentre principalement sur cet aspect collaboration et gestion de l'information. Voilà ce qui décrit un peu ce qu'est le BIM. Maintenant, je vais passer à quelques caractéristiques. Il y en a principalement 2. Ce qu'on appelle le LOT et le LOI, Level of Details, Level of Information, et les niveaux. Ici, vous avez les 3 niveaux. Ça a été défini par le groupe BIM de UK, c'est eux qui ont défini les choses. Je vais très vite à travers ça. Pour faire simple, le niveau 1, je pense que tout le monde le fait un petit peu aujourd'hui, c'est une équipe qui travaille dans son bureau avec une seule discipline, dans un environnement très bien contrôlé.
Le niveau 2, c'est un peu la même chose, mais avec différentes disciplines qui sont combinées, mais toujours dans un environnement bien contrôlé au sein d'une entreprise ou d'un consortium. Et le niveau 3, c'est un peu un rêve, mais on y arrive quand même. C'est une base externe avec un contrôle d'accès, mais où chaque intervenant vient placer sa contribution et vient lire ses données. Si vous connaissez un peu Google Earth, c'est un peu la version amateur de ce que pourrait être un BIM niveau 3, si jamais les contrôles d'accès étaient bien contrôlés. Le LOT et le LOI, Level of Details, je vais être très simple, il y a 4 niveaux de détail, on le voit sur la partie droite. En gros, le niveau 1, c'est les volumes et les masses. Niveau 2, on ajoute les façades. Niveau 3, c'est ce qu'on trouve quand on fait un survey classique. Et niveau 4, le modèle est prêt pour la construction. Mais le niveau de détail n'est pas suffisant, ça c'est vraiment l'information géométrique. Il y a également toute l'information qui est ajoutée à cela. Et vous voyez 2 exemples ici d'un lavabo en jaune en bas, qui est assez détaillé au niveau géométrique, mais qui peut ne contenir aucune autre information, ce qui n'est pas très utile pour un projet. En revanche, à l'opposé, le lavabo en vert au-dessus est très symbolique. C'est une boîte, mais on peut y trouver d'autres informations comme la marque, le matériau, le poids, le prix, les contacts du fournisseur, etc. Ça vous donne un exemple du niveau de détail qu'on peut obtenir au niveau 400, prêt à la construction. Donc vous voyez, on va même jusqu'au niveau des écrous quand nécessaire. Qu'est-ce que ça signifie au niveau du management de projet en BIM? Là, je vais très vite, mais il faudra s'habituer à avoir 3 nouveaux rôles qui apparaissent dans la constellation. C'est le BIM Manager, le BIM Coordinator et le BIM Modeler. Pour faire simple, le BIM Manager va définir comment on va travailler, justement quel niveau de détail, quel niveau d'information on va viser et de quelle manière on va y arriver. Le BIM Coordinator, lui, vérifie que chaque équipe soit bien conforme à ce qui a été défini par le BIM Manager. Et le BIM Modeler, lui, fait effectivement le travail de conception avec son équipe. Ça, c'est au niveau de l'équipe, mais au niveau de la gestion, il y a également un problème, une adaptation nécessaire, parce qu'au départ, on a pensé que BIM était une économie de temps, une augmentation d'efficacité, parce qu'il est plus facile de faire une modification, une adaptation sur un modèle digital qu'avec une lame de rasoir. C'est vrai, mais dans la réalité, le contraire est apparu, pour exactement la même raison, à savoir qu'il est tellement facile de faire une modification qu'il y a eu beaucoup plus de demandes de modification que par le passé. Donc pour un oui, pour un non, on essaye encore une variante, une autre, on va peut-être voir, on essaye toujours, on arrive dans une approche de essai-erreur, ce qui peut être fort dangereux au niveau de volume de travail. Donc on a dû emprunter une méthode qui vient du monde de l'IT, les méthodes Agile et Scrum, qui nous permettent de gérer l'incertitude d'un projet, tout en mettant les garde-fous. Ici, vous avez un exemple d'une constellation d'acteurs d'un projet typique sur Bruxelles. Ce n'est pas pour nommer Bruxelles, mais ça montre la complexité des acteurs. Donc, au départ du projet, il est impossible de savoir que sera le projet en fin de cycle. Pour arriver à ça, on a 5 documents de base. Donc, le premier, c'est un arbre fonctionnel qui définit ce que le projet doit faire, un accès de A à B pour 2000 personnes par minute. Le deuxième, c'est un arbre des objets qui dit pour arriver à ça, il faut une passerelle de béton de 2 mètres de large, etc. Le troisième, c'est précisément le plan de séquençage. On va commencer par le survey, la modélisation de l'existant, et puis on fera ça, et puis on fera ça. Le quatrième est très important, c'est la constellation d'informations. Comment va-t-on gérer notre information? Comment gère-t-on notre communication? Qui approuve quoi? Vers qui doit être envoyé quel document? Et tout ça est résumé dans un BIM Execution Plan, qui définit également le niveau de détail et le niveau d'information qu'on doit atteindre. Pour définir ce niveau de détail et niveau d'information, il faut bien commencer par quelque part, et donc on se penche sur le BIM Uses. Effectivement, le BIM a d'abord originé d'un outil pour faciliter de la conception, mais on le voit aujourd'hui avec, finalement, on arrive à créer des modèles digitaux qui sont des réplicas de l'existant, avec lesquels on peut entrer dans le monde de l'opération et maintenance, voire même suivi d'éclairage, guidage des gens, sécurité, etc. Donc la porte est ouverte vers d'énormes applications, et il faut au départ définir quelle est l'ambition du BIM dans le projet. On le voit ici, c'est tout le secteur des Internet of Things et des Appliances Connected. Pour avancer dans ce domaine-là, nous avons créé un menu qui permet de visualiser les différentes applications et un menu assez détaillé que l'on discute en début de projet. Je ne passe pas dans le détail ici.
Voilà, qu'est-ce que cela signifie maintenant au niveau de l'infrastructure pure et dure? Il est vrai qu'en infrastructure, on a un certain retard par rapport au secteur du bâtiment, principalement pour une raison. Rappelez-vous, on est dans cette approche d'éléments de database où chaque ligne est un objet qu'on combine un peu à la manière d'un Lego. Et en infrastructure, on ne trouve plus cette approche de Lego. Qu'est-ce qu'on a en infrastructure? On a des lignes génériques, on a des alignements, on a des profils, on a des sections types. Et tout ça génère notre modèle, mais on n'a pas d'objet. Donc au départ, sur la gauche, vous voyez les lignes génériques. Ça évolue sur des surfaces. Donc on a un objet surface, on est encore loin d'une optique Lego. Et sur la droite, vous avez quelques exemples de solides qui sont produits en infra. Donc au-dessus, vous avez un exemple de réseau d'égouttage. En dessous, un exemple de pont, et en dessous, même du New Jersey sur une autoroute. Mais même dans ce cas-là, le New Jersey, il est continu sur 20 km, et c'est un seul objet, hein, bien entendu, puisqu'il est construit comme ça. Mais donc, on est loin d'une approche où on aligne des éléments qui sortent d'une boîte de Lego pour constituer un projet, comme on le fait avec les portes, les fenêtres, etc., dans un bâtiment. Ceci nous pose des problèmes au niveau conception, au niveau gestion. D'abord au niveau de la standardisation, donc pour le bâtiment, les AFC sont la standardisation de tous les objets. Pour l'infra, on n'a pas cela, seulement pour les alignements et les ponts et les tunnels, mais le reste non. Du coup, avoir des plateformes de collaboration, ça pose problème. Même les listes de bordereaux, c'est pas évident d'arriver à les standardiser. Les méthodes de paiement, on le sait, on est souvent payé au mètre carré, on est loin des volumes et encore plus loin des objets. Et alors, que fait-on de tous les concessionnaires, de tous les réseaux qui viennent en général en format GIS, voire en OpenCity GML, mais c'est encore loin d'un format BIM. Ces questions-là sont les questions qu'on veut aborder dans le groupe de travail pour voir comment, au niveau entreprise, on aborderait ces problèmes-là. Voilà. Ceci dit, BIM permet quand même d'avancer bien en infra, comme on le voit ici. Au niveau de la conception, j'ai cité quelques exemples. On peut bien sûr faire du clash detection. On peut aussi faire de la gestion de visibilité sur route, gestion des bassins versants, gestion des volumes, gestion des super elevation et des curve widening. Voilà, ça donnait un petit peu ma présentation sur l'infra. J'ai encore 2 minutes pour passer en revue quelques exemples. Ici, c'est une passerelle à Uccle où on a fait du scan et on a annexé une nouvelle passerelle. Ici, un échangeur à Gand sur lequel on a fait du travail sur les surfaciques et sur la visualisation. Ici, ça c'est au niveau de Operation and Maintenance. On a modélisé le Arena de Amsterdam juste pour pouvoir gérer ces configurations. Même chose sur le réseau de métro de Londres. Ici, c'est le tunnel Léopold II. Donc, dans le cas d'une rénovation, il y a un appel d'offres en cours et on a modélisé tout juste pour pouvoir quantifier nos matériaux pour l'offre. Ici, c'est le viaduc à Celt, pour lequel on a travaillé au niveau des quantités sur BIM. La station Albert, station de métro en cours à Bruxelles. L'écluse de Callao à Anvers, pour lequel on a fait des clash detection. Donc, par exemple, le pont métallique ici a été modélisé par une équipe, les travails béton modélisés par une autre. Et au moment de mettre tout ensemble, on a remarqué quelques clashs qui ont pu être corrigés avant que ces ponts soient produits en Chine et amenés par bateau. Ici, un exemple intéressant d'un pont à Duffel, où vous le voyez, c'est très petit, mais sur la gauche, on voit que le pont est en fait conçu en conceptual design. Donc, chaque petite case est en fait une variable qu'on peut faire varier à souhait, et le pont va s'agrandir, s'allonger au fur de ce qu'on fait, un peu comme une feuille Excel sur laquelle on change les valeurs et la formule adapte directement le résultat. Voilà, un pont de tennis où de même on a pris les lignes génériques de l'infrastructure et on a généré directement les éléments du viaduc de manière paramétrique. La porte de Gèvres en France, pour laquelle on a eu un prix où on a fait différents scénarios et de la visualisation, y compris de la réalité augmentée. Voilà ce qui conclut ma présentation. Merci.